Le 13 février 1886, le Constitutionnel publie la deuxième partie de l'interview de Napoléon, exilé sur l'île d'Elbe. Suite de l'interview dont nous avons donné hier la première partie. Il me parla ensuite des finances de la France. Quoi qu'on en ait dit, tout ce que j'ai fait imprimer sur ce sujet est de l'Évangile. Ma liste civile était de 30 millions de francs, mais je dépensais rarement plus de 18 millions. Ma table coûtait 1 million. Mon écurie et mes équipages de chasse, qui comprenaient 700 chevaux, coûtaient 2 millions. Avec ma liste civile, j'ai en outre acheté 3 palais, et je les ai tous meublés. Mon intendant d'Aru était un homme ferme, qui empêchait toute espèce de gaspillage. J'avais, en outre, un domaine extraordinaire de 200 millions, avec lequel je récompensais ceux qui me rendaient service. Comme je lui demandais d'où venait ce domaine extraordinaire, il répondit « Des contributions de mes ennemis. L'Autriche, pour 2 paix, m'a payé, par article secret, 300 millions de francs, et la Prusse tout autant. Quant à la Russie, je me suis contenté de lui faire fermer ses ports aux Anglais, et jamais elle ne m'a donné d'argent. » Je lui demandai ce qu'il pensait de l'empereur Alexandre. « C'est, répliqua-t-il, un véritable grec du bas empire. On ne peut se fier à lui. Il a pourtant de l'instruction et quelques idées libérales dont il a été imbu par un philosophe nommé la Harpe, qui l'a élevé. Mais il est si léger, si faux, qu'on ne peut savoir si les sentiments qu'il débite sont sincères ou si, par un sentiment de vanité, il cherche à se mettre en contraste avec sa position. Je me rappelle que nous eûmes une discussion sur les différentes formes du gouvernement. Alexandre se prononça pour la monarchie élective. J'étais d'un sentiment tout contraire, car qu'est-ce qui est propre à être élu? Un César, un Charlemagne, dont on ne trouve pas un par siècle, de manière que l'élection est, après tout, une affaire de hasard, et la succession vaut mieux que les dés. Pendant les 15 jours que nous passâmes à Tilsit, nous dînions ensemble à peu près tous les jours. Mais nous nous levions bientôt de table pour nous débarrasser du roi de Prusse qui nous ennuyait. Vers les 9 heures, Alexandre revenait chez moi prendre le thé et nous discourions souvent jusqu'à 2 et 3 heures du matin sur des sujets de politique, de philosophie, de littérature. L'empereur d'Autriche a moins de capacité qu'Alexandre, mais plus d'honnêteté. Je me fierais à lui bien plus qu'à l'autre. Et s'il me donnait sa parole de faire telle ou telle chose, je serais persuadé qu'au moment de la donner, il aurait l'intention de la tenir. Quant au roi de Prusse, ses connaissances militaires ne dépassent guère celles d'un caporal. Des 3, c'est incontestablement le moins spirituel. L'archiduc Charles est un esprit médiocre, qui, cependant, dans 2 ou 3 circonstances, a fait preuve de quelque talent. Note du traducteur. Ces jugements qui se ressentent de l'humeur que Napoléon avait à l'île d'Elbe sont précisément les mêmes que ceux qui sont rapportés dans le mémorial de Sainte-Hélène. À quelques questions que j'adressai à l'empereur sur la campagne de Russie, il répondit « Lorsque je marchais sur Moscou, je considérais l'affaire comme finie. Je fus reçu à bras ouverts par la population et les paysans m'adressèrent d'innombrables pétitions pour me demander de les affranchir de la tyrannie des nobles. Je trouvais dans la ville de quoi faire vivre abondamment mon armée pendant tout l'hiver. Mais dans 24 heures, tout fut brûlé, et la campagne dévastée dans une circonférence de 15 000. C'était une chose à laquelle je ne pouvais pas m'attendre, car je ne sache pas que cela ait eu d'exemple dans l'histoire. Mais parbleu, il faut convenir qu'ils ont du caractère. Quant à ma dernière campagne, c'est à Marmont qu'il faut en attribuer la fatale issue. Je lui avais confié mes meilleures troupes et le poste le plus important, comme à celui de mes maréchaux sur lequel je devais le plus compter. Pouvais-je m'attendre à être abandonné par un homme que je n'avais cessé de combler de biens depuis l'âge de 15 ans? Sans sa défection, j'aurais facilement chassé l'ennemi de Paris. Et dans cette ville comme dans les autres parties de la France, le peuple se serait levé pour moi, en dépit des actes du Sénat. Mais même avec lui, les Alliés étaient 3 contre 1, et après sa défection, avec l'incertitude dans laquelle il me mettait, il n'y avait plus de chance de succès.
J'aurais pu sans doute prolonger la guerre, mais je ne pouvais plus me flatter de la terminer heureusement contre toute l'Europe réunie. J'ai bientôt pris mon parti, pour éviter à la France une guerre civile, et je me regarde comme mort, car mourir ou être ici, c'est la même chose. L'empereur me parla légèrement du talent de ses maréchaux. Mais, me dit-il, une fois que je les avais élevés à ce haut rang, j'étais obligé de les y maintenir. J'ai toujours eu de l'indulgence pour les fautes militaires, ainsi que je l'ai prouvé en conservant son commandement à Marmont après qu'il eut perdu son artillerie à Laon. Il s'expliqua favorablement sur les maréchaux Masséna, Soult et Davout. Quant à Augereau, il me dit que c'était un mauvais sujet. Ce fut son mot. Je lui demandai s'il n'avait pas été surpris que Berthier fût un des premiers à se présenter devant le roi. Il répliqua en souriant. On m'a dit qu'il avait fait quelques sottises. Mais ce n'est pas une tête forte. Je l'avais avancé plus qu'il ne méritait. Il ne m'était utile que pour la plume. D'ailleurs, je vous assure que c'est un bon diable, et que s'il me voyait, il serait le premier à me demander pardon, les larmes aux yeux, des fautes qu'il a pu faire. Il me dit ensuite « Avez-vous vu le beau musée que je leur ai laissé à Paris ?» Je vous avoue que je ne suis pas sans remords d'avoir pris tant de belles choses à l'Italie. J'ai peut-être été injuste à son égard. Mais alors je ne pensais qu'à la France. Au surplus, mon intention était de m'acquitter envers l'Italie en la séparant de l'Empire français et en faisant un royaume pour mon fils. Je lui demandai si le roi de Naples, Murat, ne l'aurait pas gêné pour l'exécution de ce projet. Il répliqua qu'il lui aurait facilement trouvé une case dans une partie quelconque de l'Europe. Comme je nommais le vice-roi, il dit « C'est un jeune homme que j'ai toujours traité comme mon fils et dont j'ai eu beaucoup à me louer. Il s'est constamment bien conduit, c'est un fort bon officier, quoique cependant il n'ait pas une capacité transcendante. Il m'a fort bien secondé dans l'organisation de l'armée italienne. J'avais trouvé les Italiens mous et efféminés. J'ai fini par en faire d'assez bons soldats que les Français. » L'empereur me fit beaucoup de questions sur Milan, sur les dispositions de la population à son égard. Il me demanda si les grands travaux qu'il avait commencés se continuaient. Il parut fort content de l'enthousiasme que je témoignais pour le Simplon, ce qui le conduisit à me parler des routes, des canaux qu'il avait entrepris, et surtout des bassins d'Anvers et de Venise. Il me dit « Que ferait-on contre moi si j'allais en Angleterre? Serais-je lapidé ?» Je répliquai qu'il ne courait aucun risque, que l'irritation qui existait jadis contre lui se calmait de jour en jour depuis que la guerre avait cessé. « Je crois cependant, reprit-il, qu'il y aurait toujours quelque danger de la part de votre mob de Londres. » Je parlais alors de quelques-uns de ces actes qui avaient plus particulièrement excité la haine de l'Angleterre, et entre autres de l'affaire du duc d'Enghien. Il se justifia en disant que ce prince avait conspiré contre lui, et qu'il avait rompu son ban en venant 2 fois à Strasbourg. Je le fis en conséquence juger par une commission militaire, qui le condamna à être fusillé. On m'a dit qu'il avait demandé à me parler, ce qui me toucha, car je savais que c'était un jeune homme de cœur et de mérite. Je crois même que je l'aurais peut-être vu. Mais M. de Talleyrand m'en empêcha, en me disant « N'allez pas vous compromettre avec un Bourbon. Vous ne savez pas quelles pourraient en être les suites. Le vin est tiré, il faut le boire. » Je lui demandai s'il était vrai, comme M. de Chateaubriand l'avait prétendu, qu'on eût tué le duc d'Enghien à la lueur des torches et après lui avoir appliqué une lanterne sur la poitrine. « Eh non, me répondit-il, cela eût été contre la loi. L'exécution a eu lieu vers 7 heures du matin et j'ordonnai que son jugement fût publié immédiatement dans toutes les villes de France. » Je lui parlai ensuite de l'idée, où l'on était en Angleterre, qu'il avait fait tuer le capitaine Wright. Comme il ne se rappelait pas ce nom, je lui dis qu'il était le compagnon de Sir Sidney Smith. Il leva les épaules et me dit « Ma conscience est sans reproche sur ce point. Jamais je n'ai fait périr personne d'une manière clandestine et sans jugement. Si j'avais été moins économe du sang humain,
peut-être régnerai-je encore. Mais vos journaux m'ont accusé aussi de la mort de Pichegru, qui s'est étranglé lui-même. À suivre. Rétro News, le site de presse de la BNF.